Bonjour, bon après-midi. Merci de nous rejoindre pour le 5e jour de notre réunion de l'Alliance de la santé planétaire présentée par l'Université de São Paulo et l'Alliance de la santé planétaire. Je suis Ana Paula Magalhães de l'Université de São Paulo au Brésil et nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous et de notre première réunion virtuelle. Il y a presque 5000 personnes enregistrées pour cette conférence de 129 pays pour cet événement planétaire. Nous avons eu 4 jours de conversation formidables pour savoir des organisations, des actions et des innovations de cet événement et du monde entier. Nos discussions jusqu'à présent ont été la fondation de valeurs pour la santé planétaire, pour les systèmes d'éducation et nouveaux modèles économiques et comment mettre en place des solutions qui vont nous aider à traiter les changements urgents nécessaires pour la santé planétaire. Cette conversation nous donne un plan de fond pour des changements sociaux et nous allons apprendre sur les recherches, les plus récentes recherches sur la santé planétaire et toutes ces séances sont enregistrées et vous seront disponibilisées par le biais du site Internet. Avant de donner la parole à mon collègue Bruno Albertino, j'aimerais vous rappeler de quelques nouveautés. Et pour être membre de l'Alliance, tous les individus au-dessus de l'âge de 13 ans sont invités à faire partie de l'Alliance. Et ils peuvent faire partie de la plateforme en ligne et considérez aussi d'ajouter votre voix à la déclaration de São Paulo sur la santé planétaire. Cette déclaration sera le premier document de ce genre de la communauté de la santé planétaire qui va définir quelles actions sont nécessaires pour obtenir une plus grande reconnaissance. Vous pouvez en savoir plus sur comment être membre et la déclaration de São Paulo dans le hall d'entrée de l'événement. Et ceci pourra nous aider à avoir plus de participation. Donc, ceci termine ma déclaration initiale et je passe la parole à mon collègue Bruno Albertini. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis Bruno Albertini de l'Université de São Paulo et je veux introduire notre animatrice qui va nous lidérer dans cette conversation. Elle va parler de la durabilité. Elle travaille à l'étude de solutions avancées en Allemagne et elle est aussi la fondatrice des leaders femmes pour la santé planétaire. Elle a une connexion entre les chercheurs et les législateurs pour des questions clés liées à la durabilité et la santé publique. Bienvenue Nicole et merci de nous avoir ici. Bienvenue à tous et à toutes. C'est très bien d'être ici avec vous tous et toutes. Et c'est très bien de vous voir. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre conférence, de notre semaine de santé planétaire. C'est une longue semaine, mais tout le monde, je suis sûre, qui sera prêt pour l'action après la fin de cette semaine. Et quel honneur d'avoir avec nous ces conférenciers pour discuter comment la société civile peut et ira
avoir le leadership pour ce changement planétaire. Je vais commencer avec Wandira Maathai. Elle est la vice-présidente et directrice régionale pour l'Afrique à l'Institut de ressources mondiales. Elle est coprésidente de l'Institut du Conseil de restauration mondiale et aussi elle est la présidente de la Fondation du mouvement au Kenya et elle est un leader inspirateur. Elle a plus de 30 ans d'expérience pour la défense de changements environnementaux. Wanjira est au conseil du Centre agroforestier et membre de l'Alliance de la santé planétaire. Et elle a été nommée l'une des femmes africaines les plus influentielles en 2019 et 2020. Et j'invite tous les participants à lire le reste de son CV parce que c'est une longue carrière très riche. Et c'est un plaisir d'avoir Pamela Carvalho avec nous. Elle est éducatrice, manager culturel, chercheuse de droits des populations des favelas. Elle a eu une bourse de l'Université de Rio de Janeiro pour un projet de post-graduation. Elle est coordinatrice du des réseaux de Marais, de la favela de Marais. Elle est la fondatrice de la Quilombo et tout, une organisation qui travaille pour la culture d'éducation antiraciste et elle aussi, c'est un plaisir de vous avoir ici, Pamela, parmi nous. Et finalement, nous avons notre docteur Nicole Vadas, qui est membre de Denawokwe. C'est la Première Nation qui a travaillé avec plusieurs nations autochtones de partout dans le monde pour avoir de meilleurs systèmes médicaux. Elle est la cofondatrice et présidente de la Fondation de bien-être des populations autochtones et d'une fondation qui a reçu 1 million de dollars pour le travail avec les personnes sans toit au nord du Canada. Elle est aussi l'auteur d'un livre, La science du sacré, sur la médecine traditionnelle autochtone et d'autres principes scientifiques. Et beaucoup plus aussi dans son CV et vous pouvez en savoir plus si vous allez sur le site. Bon, un petit peu de la logistique. C'est notre journée finale de cette semaine tellement importante. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce est l'importance de mouvements sociaux pour transformer et promouvoir la santé planétaire sur le terrain? On va voir ce que vous avez à dire pour commencer. Ensuite, on aura une conversation et j'encourage nos participants à mettre vos questions sur le chat pour qu'on essaye de répondre le plus possible d'une façon très interactive. Donc, j'invite le docteur Nicole pour contribuer et bienvenue à tous et à toutes. Merci, je suis contente d'être ici et pour animer cette session et merci à mes conférencistes et je veux simplement prendre un mouvement pour nous prendre au début parce que, encore une fois, nous allons parler de valeurs et les valeurs autochtones sont très importantes. On a commencé notre premier jour et la matinée pour quelques-uns, le soir, l'après-midi pour d'autres. Nous avons commencé en parlant de valeurs. Donc, à mon avis, c'est comment on peut fermer ce cercle, de fermer ces discussions pour aider à créer des mouvements qui peuvent changer les choses autour du monde. Bon, il y a 2 ans, on a eu une conférence qui a été la dernière conférence planétaire avant celle-ci. Et j'étais sur le podium avec 2 anciens d'une tribu du nord du Canada.
et on parlait de l'importance de la présence autochtone et de l'inclusion dans la santé planétaire et qu'ils ne se sentaient pas représentés. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que je vois mes collègues conférencières et je dis quel changement fantastique nous avons eu en 2 ans. Ça, c'est un exemple de changement social. On avait des représentants autochtones ici. Nous avons nos frères et sœurs de partout dans le monde. Donc, je veux dire qu'il y a déjà eu des changements dans cet espace pour assurer la présence et les voix de nos nations autochtones et d'aller en avant d'où nous devons aller en tant qu'une société collective et plusieurs sociétés collectives. Donc, pourquoi nous devons considérer cela? Ceci m'apporte à l'esprit quelques réflexions. Une chose que je pense, ce sont les mots du chef Dan George. Et il a dit, permettez-moi d'apprendre les façons nouvelles pour que je puisse combiner avec mes connaissances. Et les peuples autochtones comprennent que de mélanger les connaissances nouvelles avec les connaissances anciennes sont une belle façon d'aller à l'avant et de faire des progrès. Mais dans l'esprit de l'hégémonie scientifique qui a prévalu pendant les politiques et la science, la démocratie de la connaissance n'a pas prévalu. Il y a un terme qui s'appelle prévalence épistémologique. C'est un terme qui reconnaît que dans un contexte défini, il peut y avoir plusieurs façons de savoir, de connaissances, et ceci peut lier à une étude plus intégrative, à des pratiques et des solutions plus intégratives. Mais ceci n'a pas été une priorité souvent. Mais nous voyons lentement des changements et ceci est montré aujourd'hui. Une représentation forte, une présence forte de femmes pendant plusieurs sessions. Donc, qu'est-ce qui a amené ce changement? Une réflexion des valeurs, de la vision et de l'objectif de ce que nous essayons de faire ici en tant qu'une communauté collective. Mais je pense aussi que ceci se doit à de plusieurs voix qui exigent leurs droits et qui montrent la force qu'ils peuvent offrir à une communauté plus ample. Et aussi, est-ce qu'on l'a perdu pour un petit moment? 2 secondes. Bon, ça, c'est pour ça les événements numériques et en direct comme ça sur Internet, il y a ces petits problèmes parfois. Bon, alors, allons attendre qu'elle retourne, mais euh, je suis, euh, je suis désolée de l'interrompre, mais peut-être qu'on peut commencer notre conversation avec Pamela, si elle est prête. Et Pamela, elle va parler en portugais. Donc, changez votre interprétation, votre canal de langue si vous avez besoin. Pamela, bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup à tous et à toutes qui nous assistent maintenant. Je vais essayer de parler lentement pour rendre la vie des traducteurs plus facile et la compréhension de tous et de toutes. Je suis Pamela Carvalho, j'habite à Rio de Janeiro, au Brésil, et je suis coordinatrice d'une organisation de la société civile qui s'appelle Réseau de développement de la marée. Bon, comme notre temps est court, je vais essayer de parler un petit peu du rôle des réseaux, de Redes Maré, et comment la société civile a eu un rôle fondamental dans le contexte de la pandémie au Brésil, à Rio de Janeiro, en faisant un parallèle avec le contexte de la santé et le contexte politique aussi au Brésil, en comprenant que nous sommes ici avec des personnes de plusieurs pays. Et si je parle uniquement de Redes de Maré et de Rio de Janeiro, quelques personnes ne vont pas comprendre. Donc, je vais rapidement reprendre un petit peu la conjoncture politique et sociale et de la santé également par rapport au Brésil, l'ensemble du Brésil. Le Brésil
Et j'imagine que vous le savez, c'est un pays qui se trouve en Amérique du Sud et qui a des dimensions continentales. Le Brésil est un pays énorme avec plus de 300 millions de personnes, d'habitants. Et notre pays a beaucoup de différences. Nous avons une diversité très grande lorsque nous parlons de conditions sociales, économiques, lorsque nous parlons de conditions liées à la nature, aussi à des ressources naturelles. Ici au Brésil, notre capitale s'appelle Brasilia, mais nous avons une région qui est la région sud-est où nous avons une question très délicate. C'est une concentration de revenus. Donc, aussi bien les autres régions dans d'autres régions du Brésil, nous observons qu'il y a une discrépance, un écart très grand. Le Brésil est un pays qui a un problème très grave par rapport à la distribution du revenu. Malheureusement, nous ne sommes pas un pays très égalitaire. Nous souffrons avec des problèmes également comme le racisme. Le Brésil est un pays qui a été colonisé et qui jusqu'à aujourd'hui souffre des conséquences du racisme et du colonialisme, de l'inégalité de race, de revenus et de genre. Mais nous avons des choses très importantes également. Le Brésil est un pays qui se souligne lorsque nous parlons de santé. Nous avons quelque chose qui s'appelle le système unique de santé que nous abrégeons comme SUS, S-U-S. Le système unique de santé, il est capable de faire le suivi de tout le territoire du Brésil en offrant des services de base et même les plus compliqués, des services de santé gratuitement à la population. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, nous avons beaucoup d'inégalités dans tout le territoire. Donc, nous observons que dans certains endroits, le système unique de santé est plus difficile de faire son travail. Mais de façon générale, le Brésil est un pays où la population peut avoir ces services de santé gratuitement. Donc, si un Brésilien ou une Brésilienne a, par exemple, un problème de santé gratuitement et le vaccin aussi est gratuit. Mais malheureusement, le Brésil est dans un moment politique très, très délicat où ce système unique de santé qui est gratuit et qui est révolutionnaire a été fortement attaqué par des forces conservatrices. Juste pour expliquer un petit peu comment ça marche ici au Brésil par rapport à la santé. Donc, nous avons observé une espèce de force contraire entre le pouvoir public qui est responsable, par exemple, du système unique de santé et la population qui demande les besoins desservis comme la santé et l'alimentation et qui n'est pas desservi. Bon, là rentrent les organisations de la société civile comme les Redes de Marais, par exemple. Au Brésil, comme je l'ai dit, on a cette inégalité très grande. Et notre gouvernement, malheureusement, n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes. Et même, il laisse de côté beaucoup de ces problèmes. Donc, dans ce sens-là, il y a des organisations de la société civile. On dit dans les Redes de Marais pour donner un peu le contexte, on dit en rigolant que l'idéal, c'est que Redes da Maré et d'autres organisations de la société civile, l'idéal, c'était qu'on n'aurait pas eu besoin d'exister. Ça serait mieux si le pouvoir public, si le gouvernement aurait pu combattre la faim et appuyer la population avec des actions de combat à la COVID-19, des actions liées à l'éducation, bon, en parlant un petit peu de choses que nous faisons à la RD. L'idéal, c'est que le gouvernement le fasse, mais comme ceci n'est pas vrai, donc la société civile, la population doit s'organiser et créer d'autres organisations ou d'institutions comme Redes da Maré. Et pour clôturer donc, Redes da Maré est une organisation de la société civile créée à Rio de Janeiro dans un contexte très spécifique. Rio de Janeiro est une ville connue mondialement, bien sûr, mais qui a une géographie, une sociologie très intéressante. Rio de Janeiro a beaucoup de favelas, de bidonvilles, et je vais dire d'une façon générale, ce sont des elles n'ont pas été planifiées.
Ce sont des personnes qui ont été retirées d'autres territoires et qui devaient trouver un endroit pour habiter. Mais aujourd'hui, si on parle de l'origine des favelas, la première favela qu'on a eue à Rio de Janeiro est au centre de la ville. Elle a été créée à partir de personnes qui sont sorties d'une guerre de Canudos, une guerre civile. Donc, les militaires ont reçu une promesse du gouvernement qu'ils allaient avoir un endroit pour habiter et n'ont pas eu cette promesse accomplie et ils ont été habités sur la colline. Et donc, le Rio de Janeiro a plusieurs favelas et elles sont négligées par le pouvoir public. Et on observe, par exemple, je suis ici, je suis heureuse parce que mon Internet est encore en train de marcher. Mais dans plusieurs endroits du Brésil, il n'y a pas d'Internet ou très instable. On a encore au Brésil des problèmes de sanitation de base. On n'a même pas de l'eau propre. Le transport, par exemple, moi, pour aller chez moi, je dois aller sur une avenue appelée Avenue Brésil. Il n'y a pas de bus près de chez moi, dans les rues où j'habite, et je dois descendre sur l'avenue et marcher. On n'a pas assez de transport public circulant dans les favelas. Donc, nous observons que le gouvernement nous a oubliés. Et dans le contexte de la COVID-19, nous avons observé ici au Brésil, la première personne à mourir était une femme qui était une employée domestique, qui a pris le COVID de ses patrons. Donc, ces questions de race, de revenus, d'inégalité est très grande ici. Nous observons que c'est très important d'avoir des politiques spécifiques pour appuyer, pour soutenir les populations des favelas pendant la pandémie. Nous observons aussi que la faim s'est beaucoup aggravée au Brésil, surtout dans les favelas, les périphéries, et le gouvernement, malheureusement, ne donne aucune réponse à ces populations. Ainsi, les organisations de la société civile ont, ont pris le leadership, donc, dans le sens de réduire les impacts de la COVID-19 au Brésil, surtout dans les territoires plus pauvres. Donc, par exemple, les Redes da Maré, nous offrons des tests de COVID-19 gratuitement. Pourquoi? Au Brésil, nous avons une politique de sécurité publique très violente qui rentre dans les favelas en tirant avec des armes et à la fin de la journée, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes par cette violence de la police. Et à cause de ça, nous avons l'habitude de dire que souvent, nous sommes traités comme des chiffres, uniquement une statistique. Mais avec la pandémie, nous avons commencé à même pas être un chiffre. Ils ne se souviennent même pas de nous parce qu'on ne pouvait pas avoir accès au dépistage. Et on n'apparaissait même pas dans les statistiques de la COVID-19. Donc, on a poursuivi cet objectif d'avoir ce dépistage gratuitement pour le COVID. Et une autre question très importante de l'éducation. Nous observons que les enfants de la marée n'ont pas accès aux plateformes virtuelles d'éducation. Et une autre question qui est très importante aussi, c'est la sécurité alimentaire due à l'environnement, à l'aggravation de la faim pendant la pandémie. Donc, on donne journalièrement un repas gratuitement à des populations plus vulnérables. Donc, pour ne pas m'allonger, je veux juste parler rapidement de ça. Ce contexte du Brésil, qui est un pays merveilleux, de dimension continentale, mais nous avons ce dilemme entre les choses essentielles et gratuites comme le système unique de santé et des forces conservatrices qui ont attaqué notre population. Et dans ce sens-là, nous avons ces organisations de la société civile et ce leadership pour réduire ces attaques contre la population et c'est d'assurer un droit à la santé alimentaire, à la santé et à la qualité de vie et l'éducation, surtout aux personnes les plus vulnérables. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamela. Je pense que vraiment le cas du Brésil, nous sommes dans la presse pour de mauvaises raisons. Nous sommes perçus comme une menace mondiale et ce que vous faites, c'est très, très important parce que on ne pourra pas obtenir la santé planétaire avec de telles inégalités.
Et par exemple, combien nous avons avancé depuis que ce domaine est en train d'évoluer et l'inclusion du Sud mondial et ces dimensions sociales qui sont tellement évidentes pendant cette pandémie. Et je veux demander Nicole si elle veut retourner parce que nous l'avons perdue. Est-ce que vous voulez reprendre avant que nous continuions? Oui, je m'excuse. Et au nord du Canada, au sud du Canada, ils ont des problèmes de l'Internet. Mais je n'ai pas cette excuse ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sur mon portable et je suis contente que tout le monde a pu reprendre sans moi. Bon, je vais juste terminer. Nicole, je mentionnais la citation et en parlant des enseignements que j'ai reçus, essentiellement dire qu'il y a un objectif dans la santé, mais aussi il y a un objectif dans la maladie et un état de dysfonction. Par exemple, le processus de la maladie. Plusieurs personnes connaissent le problème du cancer et le cancer vient des cellules qui se dérèglent dans notre corps. Littéralement, en récapitulant et en reprenant au niveau cellulaire, elle retourne à l'état original. Donc, je me demande si les cellules cancéreuses, elles veulent revenir à l'état ancestral, peut-être qu'elles veulent nous enseigner quelque chose. Il y a plusieurs de cancers symboliques dans notre société qui, si peut-être que s'ils vont à un état, elles vont retourner à un état ancestral planétaire. Une époque en tant qu'être humain. On peut même nous détruire jusqu'à un processus de maladie ancestrale. Quoique la mère Terre, elle peut se renouveler et retrouver sa santé. Et par exemple, la tribu de l'Australie, la chef nous dit que la mère Terre, elle est consciente des vibrations de la famille humaine. Comme on a vu au début de cette semaine, euh, on a été repris à une réalité de base. Nous sommes la nature et notre nature autochtone nous donne une marque de comment prévenir ce type de cancer. Clairement, dans notre tradition orale et les enseignements qui sont à la base de nos mouvements sociaux. Et tous ces enseignements sont basés dans des valeurs fondamentales et honorées, mais d'une façon humble. Comment on peut apporter cela à ces discussions de mouvements sociaux. Et nous allons parler justement de ça, mais d'autres considérations, comme nous avons déjà entendu, de comment nous mettons les valeurs dans le monde entier. Maintenant, j'ouvre la parole pour continuer la discussion et nous reconnecter. Nous sommes très contents de vous avoir à nouveau parmi nous. Merci beaucoup d'apporter la base que nous sommes la nature. C'est très important de le répéter. Et la traduction vers l'action, et c'est ce que nous voulons focaliser dans notre débat aujourd'hui. Pour mener ce leadership et faire la santé planétaire un mouvement. Et nous avons vu ce progrès. C'est mon grand plaisir maintenant d'avoir Wanjira Matai avec nous et écouter ce que vous avez à nous dire par rapport à votre expérience. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir d'écouter mes conférencières, mes amis et d'écouter Pamela. Elle a décrit pourquoi la société civile doit prendre le leadership et pourquoi la société civile le fait. Il y a tellement d'écarts, tellement d'inégalités pour voir ces questions de la santé planétaire. Mais le cœur de la question, c'est que c'est local et ce qui se passe localement est vraiment une question de l'engagement de tous. Et la société civile établit un parallèle et bon, j'ai appris de ma grand-mère. Je me souviens du fait qu'elle et d'autres comme elle, elles vivaient
de la terre, avec la terre. Et lorsque nous considérons le fait que 70%, même 80% de tous les aliments consommés dans les pays non industrialisés sont produits par des agriculteurs, des petits agriculteurs. 70% de ces petits agriculteurs sont des femmes. Donc, considérez le fait que les femmes, essentiellement, sont celles qui détiennent le panier alimentaire. Le secteur le plus vulnérable, même dans la pandémie, quelques chocs que nous avons eus dans ce secteur sont venus pour adresser la chaîne de valeur alimentaire. Pour ça, je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le système alimentaire et beaucoup du système économique, ceci est très lié. Hier, j'ai eu une expression que je veux partager avec vous. Lorsque les petits agriculteurs ont des problèmes, tout le monde a des problèmes, toute l'économie a des problèmes. Donc, les communautés, les sociétés, il faut traiter les chocs dont nous faisons face. Et ceci a un impact sur la société civile. Ce que Pamela a mentionné, combien c'est important de réduire ces écarts, réduire ces inégalités. Quelqu'un doit prendre ce leadership et je veux partager l'histoire de la ceinture verte au Kenya. Ceci englobe cette question. C'était une organisation qui a été commencée en 1977 pour traiter des questions de dégradation environnementale. Mais comment le mouvement a commencé? C'était petit. Beaucoup de personnes connaissent le mouvement vert aujourd'hui parce que son fondateur a remporté le prix Nobel. Mais lorsque le mouvement a commencé, c'était sur le fait de traiter des besoins très locaux que les communautés avaient identifiés. Le manque d'eau, le manque d'alimentation saine et le manque de carburant pour cuire, pour faire cet aliment, cette nourriture. Et donc, ces besoins sont invisibles à la plupart d'entre nous. Et donc, ces femmes-là qui se sont organisées et ensemble, elles ont décidé pourquoi ne pas planter des arbres. Les arbres vont traiter les choses dont nous avons besoin, les défis dont nous devons faire face. Les problèmes, ils n'ont pas attendu au gouvernement, ils n'ont pas attendu pour que quelqu'un vienne et leur donne à manger et de l'eau propre. Elles ont décidé d'utiliser la sagesse locale, d'utiliser ce qu'elles savaient, leurs connaissances et de commencer à s'organiser autour de groupes qui planteraient des arbres dans leur territoire pour restaurer la santé. Dans leur paysage tout en la restaurant. Et ça, c'est un point très important par rapport aux organisations de la société civile. C'est un processus organique. Et ceci est ressenti au niveau local. C'est très important lorsque nous parlons du changement climatique. C'est très, très important de voir que ces discussions ont lieu à un niveau trop élevé. Et nous participons à ces discussions à un niveau très élevé, mais en fin de compte, elles sont reliées à la situation locale, nos pieds plantés sur le sol, l'adaptation des communautés d'aujourd'hui pour qu'elles continuent à produire des éléments demain, pour que les eaux continuent de fluer et pour que lorsque les pluies arrivent, leurs maisons ne soient pas inondées. Et ceci est lié à l'organisation locale. Et c'est très important que nos leaders politiques soient honnêtes, qu'on puisse avoir accès à eux pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est véritablement un gouvernement. Quelqu'un un jour m'a dit, la politique n'est pas liée seulement à la candidature, elle est liée à la sensibilité que tu as à l'autre. Si tu as une sensibilité de l'autre, tu commenceras à traiter les questions importantes et tu te dévoueras aux personnes qui ont besoin de toi. Donc, c'est un rôle crucial de changer la société et celui de la société civile par conséquent. Donc, c'est important d'avoir un leadership honnête
et d'adresser les nécessités qui sont ressenties par la société civile simultanément. Moi également, je suis passionnée par cette question. Comme Pamela le disait, nous tous, nous voulons prendre part à ça. Très souvent, nous devons remplir les brèches qui sont laissées à l'arrière par le gouvernement. Donc ça, ce sont des problèmes additionnels en plus des nôtres. Les questions auxquelles nous faisons face sont très complexes. Si nous venons rajouter la corruption, alors ça devient une dimension très, très complexe. Pour la société civile, une chose que nous devons comprendre, c'est quelle est votre expérience? Qu'est-ce qui est nécessaire alors pour initier concrètement un mouvement? C'est justement cette dimension de leadership. Ce sont des habiletés personnelles, mais quels sont les premiers pas pour débuter un mouvement? Et comme nous le savons, ça commence toujours de façon très petite, très microscopique, jusqu'à ce que toutes les personnes se prennent conscience. Comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que faut-il pour être un leader? Toutes les choses que tu as mentionnées, charisme, mais tu as besoin d'avoir une idée attrayante, quelque chose qui puisse attirer les idées, une cause qui attirera les personnes. Les personnes doivent sentir qu'elles font part de ce problème. Alors Pamela a très bien décrit cela. Lorsque vous vivez dans le bidonville, vous savez que les personnes iront appuyer et c'est là que la société civile doit travailler pour aider à ce que les personnes comprennent. C'est une autoperception. Il ne faut pas qu'elles se laissent entraîner par les questions latérales en marge. Et ça, c'est la question. Et c'est comme ça que la gouvernance fonctionne. Et c'est comme ça que tu t'engages dans la gouvernance. Tu as besoin de beaucoup de patience, de beaucoup de persistance. Ce n'est pas un travail rapide. Ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'engagement. Ça, c'est ta communauté. Tu es là pour beaucoup de temps. Et c'est pour ça que la société civile locale peut être très effective. Mais on est très souvent si occupés à travailler que très souvent, ils ne savent pas où aller chercher les ressources. On doit assurer que ces ressources arrivent à eux. Nous devons faire en sorte que ces ressources viennent les retrouver et qu'elles puissent être contrôlées. Également, c'est très important que ces structures puissent comprendre que les personnes qui font un travail réel ne sont pas toujours visibles. Donc, il faut de l'engagement, de la persistance et de beaucoup de courage et beaucoup de patience. Oui, du courage et de la patience, ce sont deux ingrédients essentiels. Pamela, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Comment le faire? Oui, je fais de mes paroles des paroles de Wandira, mes paroles. Je pense qu'elle apporte une question qui est très importante, qui est le contexte. Je pense que le contexte aide à construire des leaders. Dans mon cas, par exemple, je vis dans le contexte d'un ensemble de bidonvilles. C'est un ensemble de bidonvilles qui ont besoin du temps pour se construire. Et l'une des directrices fondatrices du réseau, elle est consciente de cela. Et c'est curieux, dans les lieux où il y a le moins d'accès, les lieux qui sont dans les banlieues, des endroits de bidonvilles, c'est de là d'où sortent les bidonvilles. Et ici, nous avons un processus très fort. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici ont entendu parler de Marielle Franco, qui était une députée municipale assassinée. Elle a fait son chemin dans le bidonville. Donc, nous avons toute une série de leaders qui surgissent dans le territoire. Le contexte du territoire contribue beaucoup, mais également ce qu'a dit Wandira, de la patience, de la persistance et surtout d'avoir un objectif, parce que sinon c'est trop facile de se perdre.
Alors, le fait que nous ayons un objectif, que ce soit améliorer la qualité de vie de cette population ou travailler avec les questions de genre ou travailler avec les questions de santé ou les questions de l'inégalité raciale, il est important d'avoir un objectif bien dessiné afin de bien établir des objectifs parce que malheureusement, nous vivons dans un contexte politique qui est très risqué, surtout pour les leaders. Nous voyons que les leaders qui sont plus à gauche ou qui ont tendance à appuyer les populations les plus fragiles, elles finissent toujours par être attaquées ou même assassinées. Donc c'est très important d'avoir des objectifs dessinés et essayer toujours de chercher de l'appui. C'est très important, ce réseau et cet appui, comme nous le savons, nous ne pouvons pas romantiser, n'est-ce pas, l'action civile et le mouvement civil dans plusieurs pays. C'est véritablement une activité très dangereuse. Dans le cas du Brésil, c'est ce que l'on peut dire. Nicole, est-ce que tu voudrais contribuer pour ce débat? Il y a des tensions entre le leadership personnel et il y a des dangers qui sont impliqués, des dangers auxquels nous faisons face. En effet, la survie de la culture organisationnelle qui représente beaucoup de peuples indigènes dans le monde également est sous menace. Récemment, nous avons observé qu'en Amérique latine, il y a 56 assassinats, 11 disparitions et des attaques aux défenseurs du mouvement environnemental. Donc, l'inclusion sociale est un privilège dans plusieurs pays. Nous devons nous rappeler de notre responsabilité à travers laquelle nous pouvons défendre et faire exprimer nos voix. Et ça, c'est le cas dans certains pays développés. La protestation du pipeline dont vous avez dû entendre parler, qui continue, et également les défenseurs de la terre qui ont dû s'exprimer et ils se sont exposés à des bombes et à des attaques parce que tout simplement ils défendaient le droit à cette terre qui était quelque chose d'important pour leur communauté, qui était le droit de leur mère terre et également le droit des personnes, les droits de la nature et des animaux. Il y a eu beaucoup de discussions durant les dernières semaines sur les droits de la nature en soi, les droits à la terre des peuples indigènes et comment nous agrupons toute cette conversation. C'est fondamental, c'est une responsabilité qui nous revient. Même nous, en provenance de ces communautés, nous devons garantir le maximum possible que nous puissions lutter pour les personnes, pour les peuples qui sont sur la ligne de front. Ils sont là-bas en train de s'exposer en mettant leur vie en risque très souvent et nous ne pouvons pas oublier la responsabilité que nous avons et le courage que ces défenseurs de la terre doivent avoir dans le monde entier. Ils vont sur place et ils savent qu'ils se mettent en risque pour défendre la mère terre, la mère nature et ceci nécessite du courage. Et il faut que nous exercions de l'action pour appuyer leurs mouvements également. Oui, Nicole, c'est très important. Les mouvements sociaux sont un privilège dans plusieurs régions du monde. Nous devons mettre en relief cela. Voyez ce qui se passe au Myanmar et le niveau de violence que nous témoignons au Myanmar. Ce n'est plus dans les médias et très souvent nous oublions cela. Ces questions sont très locales, je sais et nous ne sommes pas suffisamment connectés avec ces luttes et on finit par oublier cette perspective. Donc, il y a plus de questions ici et je vois aussi les questions de l'auditoire. Je vais passer aux questions de l'auditoire. Nous avons une ici. Comment nous pouvons avoir un chemin où plusieurs chemins s'entrecroisent de façon durable? Ça, c'est la question d'1 billion de dollars. Comment faire en que les objectifs du développement durable, les objectifs locaux puissent émerger. Est-ce que quelqu'un aimerait parler de la décolonisation des mouvements sociaux? Comment nous décolonisons la santé planétaire également? Comment nous pouvons décoloniser? Moi, j'ai lu cette question. La première chose qui m'est venue en tête, c'est que si nous n'étions pas aussi ambitieux et égoïstes et apathiques sur les choses, on s'en sortirait bien. Mahatma Gandhi a dit
Parfois, c'est suffisant pour la nécessité de tous, mais ce n'est pas suffisant pour l'ambition de tous. Les systèmes capitalistes ont évolué, mais ils sont trop exclusifs. Il y a une croissante inégalité qui gère tellement de douleurs, de souffrances et du préjudice de nos jours. Et ça, c'est un reflet de cette pensée. De plusieurs façons, nous avons croisé, nous avons dépassé certaines frontières et maintenant nous sommes les témoins des impacts dévastateurs de la croissante inégalité, de l'insécurité qui est en train d'exploser et nous voyons ce qui se passe quand l'inégalité explose. J'aimerais mentionner également le fait que dans beaucoup de cas et spécialement dans la discussion du changement climatique, nous sommes en train de discuter comment faire le reset, comment recommencer. D'une certaine façon, la réflexion sur le Covid-19, c'est une réflexion sur ses excès. Nous avons dépassé ces frontières et maintenant nous avons des problèmes à une échelle que nous n'aurions jamais pu imaginer possible. Être enfermé à la maison durant une année et demie, qui aurait pu l'imaginer en essayant d'équilibrer de l'école, le travail, la santé mentale et en essayant de continuer les activités. Et tout ceci est en fonction de ce reset, de ce recommencer. Et nous devons promouvoir ceci. Et ceci doit être rééquilibré. Nous n'avons pas d'option. Il n'y a pas d'autre alternative acceptable. Dans mon esprit, je pense à la résilience, au chemin de recommencer. Il y a beaucoup d'argent dans la communauté, 17 trillions de dollars vont rentrer dans les économies globales pour recommencer. Et nous devons recommencer à construire de façon plus inclusive. Nous devons investir dans les infrastructures. Il est inacceptable que quelqu'un n'ait pas accès à l'eau potable, à l'eau consommable. C'est inacceptable que les personnes n'aient pas accès aux moyens de transport qui ne soit pas seulement le trafic véhiculaire. Tout ceci, il s'agit d'inclusion, de construire des sociétés qui soient plus sensibles, plus égalitaires et certainement avoir un leadership qui se sent engagé. Si vous n'avez pas des leaders engagés, alors là, vous aurez des problèmes. Voici ma perspective au sujet de ce thème. Très important. Il y a 2 points importants. Il y a la prévention, c'est une approche supérieure à celle que nous avons. Ces trillions qui sont en train d'être jetés par la fenêtre afin de résoudre ce qui ne marchait pas déjà. Et aussi cette question de la santé mentale, cette dimension de la santé mentale. Et c'est très important de faire ce travail et nous devons nous préparer pour répondre à nos communautés également. Il y a une autre question pour toi, Nicole. Il y a un historique profond de changement social, la question de violence, surtout par rapport à la justice sociale. Nicole, tu as écrit un article sur le rôle de la violence dans la santé planétaire. Comment pouvons-nous naviguer dans cette grande transition au système de domination? Ce sont des systèmes plus ou moins dans l'ombre. J'aimerais discuter des mouvements environnementaux et sociaux. Hier, nous avons parlé parce que nous sommes à des points de tournant. En général, nous nous concentrons sur la question environnementale, mais il y a des points de tournant social et nous devons penser à eux. Nous devons penser à nos communautés dans le sens d'une plus grande diversité. Comment vous répondez à ces questions? Je pense que Pamela également peut parler sur ça. Et ces tensions, par exemple, au Brésil, sont très liées au racisme également. La parole, le collègue a dit, pour arriver à l'égalité dans la médecine, nous devons parcourir le chemin de la vérité. Pour avoir une véritable égalité, nous devons parcourir le chemin de la vérité. Cette idée de la décolonisation, qu'est-ce que ça signifie pour les peuples indigènes, mais également pour les mouvements de réconciliation qui ont lieu dans beaucoup de pays autour du monde? Et qu'est-ce que ça signifie de fait? Qu'est-ce que ça signifie pour la société? Passer par ce processus de réconciliation. Très souvent, je pense, quelle est la responsabilité
pour l'autorévolution. La décolonisation, c'est une action, ce n'est pas un État, c'est une action continue, ininterrompue pour établir des formes originelles de pensée, d'être, de se mettre en relation comme en tant que société collective. Et je pense que nous compliquons les choses très souvent. Nos ancêtres disent, c'est très simple, quand nous parlons de race, d'ethnicité, quand nous parlons de genre, quand nous parlons de toutes ces choses, tout ce qu'ils disent, c'est Nicole, partagez avec votre peuple. Aimez-vous, aidez-vous le plus possible, respectez-vous, respectez les anciens et tous ceux qui sont autour de vous. Soyez respectueux, soyez éduqués, ne venez pas attrister personne avec vos actions. Ça, ce sont les règles de base qui définissent nos sociétés. Donc, très souvent, nous devons retourner à la simplicité. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Aidez-vous. Et je me souviens de ces choses si basiques qui nous emmènent vers nos communautés. En retournant à cette époque simple, nous voyons ces leaders, Nelson Mandela, Gandhi, tous ces leaders qui, pour moi, lorsque j'écoute les ancêtres, nos anciens, ils parlent du cœur, ils parlent de leur moi intérieur. Et on sent ceci lorsqu'ils ils disent la vérité et on ressent leur puissance. Et ce n'est pas parce qu'ils ont du pouvoir, mais c'est parce qu'ils invoquent l'énergie du collectif. Ils évoquent des choses qui sont importantes à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que nous tous sommes à la recherche de quelque chose, nous sommes tous à la recherche d'un sens. Nous traversons une période très difficile dans la société. Il y a de plus en plus des problèmes mentaux et nous devons aller à la recherche de notre moi intérieur parce que nous sommes isolés d'une certaine façon. Ceci fait partie du processus. Et ça, ce processus, nous devons l'accomplir dans plusieurs communautés indigènes. Nous avons des journées spirituelles, des jeûnes pour que nous nous connaissions, pour que nous connaissions notre moi intérieur. Nous devons connecter avec ce moi profond pour aider à partager. Et là, la question de la race devient quelque chose qui n'est pas important parce que nous sommes ce que nous sommes ensemble avec la nature. Nous devons incorporer ces facettes. Et je suis très surprise quand les anciens nous parlent de ces choses-là et nous font revenir vers ce qu'il y a de plus simple. Et tout perd le pouvoir, tout se fond parce qu'il parle de l'amour. Donc, n'oublions pas les choses simples. Nous avons besoin de faire face à des choses complexes, mais nous devons avoir un peu d'influence autour de nous aussi. Oui, en effet, retourner à la simplicité est très nécessaire. Merci à la contribution. Pamela, est-ce que tu aimerais commenter le racisme, surtout relié aux mouvements environnementaux? Oui, je vais parler rapidement. Juste pour apporter une question qui est très importante au Brésil également, c'est là, nous avons beaucoup débattu ce que nous appelons de racisme environnemental. Également parce que nous parlons du monde comme un tout, il existe une distribution inégale lorsque nous des déchets, lorsque nous parlons des déchets. Ceci, c'est en général, c'est une manifestation du racisme. Nous voyons des pays du Sud global, des pays du continent africain reçoivent beaucoup plus de déchets. Et en même temps, ils ont beaucoup moins d'accès aux structures de base, par exemple l'assainissement. Une autre question que nous voyons également lorsque nous regardons vers un espace plus micro, c'est qu'ici au Brésil, à Rio, c'est un espace où il y a une grande inégalité qui se reflète, par exemple, lorsque vient l'été, lorsque nous avons les pluies d'été. Et nous observons toute une série d'inondations, des glissements de terre. Beaucoup de personnes deviennent sans abri et ceci se passe tous les ans. Et ceci se passe tous les ans entre décembre et février. Nous aurons à nouveau des glissements de terre, des tragédies annoncées et en général, les victimes sont les personnes pauvres. Donc, lorsqu'il y a
lorsque ceci se passe une fois, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un accident. Lorsque ceci se passe systématiquement, ce n'est plus un accident. Ça, c'est un manque de planification. Ça, c'est l'inégalité sociale. Donc, nous avons observé et des gens du champ de la santé, de la biologie, du champ de la justice sociale et environnementale se sont dévoués à étudier beaucoup ces phénomènes et à prendre des actions dans ce sens, en sachant qu'il y a des processus que nous naturalisons à un glissement de terre n'est pas un glissement de terre de plus. C'est le résultat du manque de politique publique tournée vers les populations les plus fragilisées et qui sont nommées des désastres environnementaux. Et ces résultats finissent par être utilisés pour culpabiliser ses propres populations. Nous pouvons parler de la pandémie, par exemple, du Covid-19. Les premières nouvelles que nous recevions avaient un aspect raciste très grand, surtout par rapport aux populations d'origine orientale. C'est l'Occident disant ce qu'était l'Orient. Mais ceci, au Brésil, a été terrible également. C'était une manifestation très forte de racisme. Et nous observons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, est sortie une nouvelle d'une célébrité brésilienne qui disait que toute ma famille a pris le Covid-19 parce que notre fonctionnaire, elle venait travailler et elle revenait chez elle et c'est elle qui nous a ramené le Covid-19. Donc, la pandémie également a une façon de mettre à nu ces relations inégales et qui sont le résultat de notre historique de racisme et de manque de politique publique tournée vers les populations les plus fragiles. Exactement. Pamela, tu nous apportes toutes les questions systémiques que nous sommes en train de discuter depuis une semaine. À l'époque de la pandémie, tout ceci est devenu très évident. J'aimerais écouter la perspective de vous tous. Je vais commencer par des questions parce que je suis en train de recevoir des questions très intéressantes. Merci pour vos conférences si inspiratrices. Comment continuer d'inspirer les cultures en Afrique parce que tous veulent déménager vers les grands centres urbains. Comment se connecter avec la terre pour réduire la faim en Afrique, pour augmenter la culture durable et comment cultiver cette idée chez les enfants. L'homme sera en train de défendre la gouvernance auprès de la terre. Nous devons en quelque sorte, combiner ces questions. Les femmes, oui, elles ont cette responsabilité, mais très souvent, elles n'ont pas l'autorité. Ça, c'est une phrase très importante que tu as prononcée, Wandira. C'est une phrase très puissante. Je vais te passer, Wandira, pour que tu puisses partager tes pensées. Ce serait un secteur. Nous assumons que beaucoup de jeunes personnes ne veulent pas devenir des fermiers, des cultivateurs. Mais ce qui fait que le changement de valeur, si nous sommes des investisseurs, si nous sommes des accélérateurs, si nous allons investir chez des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est exactement l'opportunité que nous avons. Le continent africain est très jeune. Nous avons beaucoup de jeunes qui rentrent dans le marché du travail toutes les années. Nous avons plusieurs opportunités de transformer le système alimentaire et surtout dans l'agriculture. Cette année, l'accord de libre marché est en train de créer le plus large bloc commercial et spécialement
concentré sur le commerce interafricain. Très peu de commerce jusqu'à maintenant est fait entre les pays africains. L'opportunité aujourd'hui pour les producteurs agricoles, c'est de faire du commerce entre les pays africains. Nous avons besoin des investissements pour que les jeunes personnes s'intéressent à nouveau pour les cultures agricoles. Le problème, c'est quand vous êtes forcé à émigrer. L'immigration forcée est problématique. Nous avons tous le droit d'émigrer, mais lorsque vous êtes obligé d'émigrer à cause du manque d'opportunités, donc ça, c'est vraiment un problème. Il y a plusieurs de mouvements qui investissent des millions de dollars, des milliards de dollars pour créer des opportunités aux jeunes, pour qu'ils puissent pénétrer la chaîne de valeur agricole. Pour les aliments, il y a effectivement des cueillettes, mais il y a plusieurs opportunités liées au post-cueillette. Je crois beaucoup à la chaîne de valeur agricole. Nous allons continuer de consommer des aliments. Nous aurons besoin d'aliments bons et sains. Et il est important que ces aliments soient près de nous. Ceci veut dire que nous aurons besoin d'avoir beaucoup plus de productivité pour notre système agricole. Et ceci demandera euh, des, des opportunités de technologie et de la numérisation de l'agriculture. Et je pense que c'est important en termes de politique, parce que nous devons nous préparer pour ces transformations, spécialement dans le secteur numérique auquel nous nous sommes adressés. Nous avons 6 minutes et la question est quel est le conseil que vous avez sur comment élever des enfants qui respectent la terre et les personnes. Ils sont les futurs leaders. Comment partager des valeurs qui puissent aider à maintenir la santé humaine et planétaire. Nous en avons déjà parlé un peu, mais j'aimerais combiner cette question avec une autre question. Comment pouvoir autonomiser les personnes pour qu'ils puissent avoir accès à un système de santé qu'ils puissent comprendre. Donc, c'est une synthèse. Comment communiquer la santé planétaire et comment débuter cela à un très jeune âge. J'aimerais que Nicole en parle, en effet. J'aimerais évoquer la docteure Robin Wall-Kimmer, les paroles qu'elle a prononcées sur nos parents, sur notre famille planétaire. Il y a une façon très spéciale par laquelle nous utilisons les paroles. Les enfants, quand elles naissent, elles ont une connexion très forte avec tous et avec la Terre. Et là, euh, on les enseigne à éliminer cette connexion. Nous vivons dans des familles qui les disconnectent de cette tradition. Je demande toujours à mes questions, où est le soleil? Où est le soleil? Réapporter cette connexion, le respect pour vivre dans la nature, leur demander quelle est la phase de la Lune actuellement. Donc, ces questions créent la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand, la sensation d'être interconnecté. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, faites une sondation à l'arbre. Et je pense que ces mesures si simples pour nous comme adultes peuvent avoir des effets sur les enfants. Quelle est la dernière fois où vous avez cherché le soleil lorsque vous étiez dans une salle? Quelles sont les phases de la lune? Tout ça, ce sont des connexions et nous devons le faire de plus en plus dans notre société. Nous avons 4 minutes. Qu'est-ce qui vous apporte de l'inspiration? Ce qui nous rend plus ambitieux. Et si nous devions nommer une chose qui nous rende moins ambitieux et prêts au système de santé planétaire, Pamela et Jandira. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui nous rendrait moins ambitieux? Ce serait de certifier que nous puissions créer une inclusion universelle qui
au-delà de moi-même, serait bénéficié par ce bien-être de la santé. Je dis aux enfants toujours, qu'est-ce qui est important pour toi au-delà de toi-même? Nous devons comprendre les autres. Nous avons une expression en Kundu, c'est je suis parce que tu es. Ton existence est connectée à la mienne. Je ne peux pas exister si tu souffres. Alors si tu comprends cela, tu seras moins ambitieux. C'est très beau. Pamela du Brésil, quel est votre conseil très rapidement par rapport au temps? Pour que nous soyons moins ambitieux, nous devons toucher à l'éducation. Nous devons en faire une révolution dans les systèmes d'éducation. Nous devons commencer très jeunes à avoir une vision plus globale parce que malheureusement, nous sommes éduqués par le système capitaliste qui fait en sorte que nous ne pensions qu'à nous-mêmes sans avoir cette dimension de ce que nous vivons dans un monde, dans une planète où nous devons avoir une vision ample, parce que si tous sont bien, nous aussi, nous serons bien. Mais si il n'y a que nous qui vivons bien, les inégalités continueront de s'approfondir et c'est ce qui se passe maintenant. Le racisme, l'inégalité qui sont en train d'exploser. Nous devons éduquer dans l'éducation publique de qualité et surtout pour nos enfants et nos jeunes. Merci. Il y a encore d'autres questions, mais juste une réflexion aujourd'hui. Mais je pense que juste l'environnement, la démocratie et la paix sont très connectés. Donc, c'est très important d'avoir cette dimension des mouvements sociaux qui peuvent nous apporter de la paix. Est-ce que toutes les mains ensemble peuvent faire bouger les montagnes? C'est très inspirateur de pouvoir écouter vos histoires. Ça met du temps pour changer la culture, mais nous devons commencer à la changer. Et nous devons comprendre que plus nous saurons connaître l'autre, alors plus de choses seront possibles. Je suis très heureuse de la conversation d'aujourd'hui et pour toutes ces semaines de connaissances si riches que j'ai pu acquérir. Je désire à tous une très bonne continuation. J'espère que vous soyez tous très énergisés par tout ce que nous avons appris ici. Le week-end, nous allons nous reposer, mais déjà à partir de lundi, nous allons commencer à appliquer ces connaissances. Nous allons nous voir dans le prochain panel.